je suis pas aussi sûr qu'Alain que la décision de Karim Benzema vienne de sa lassitude physique. Je pense qu'il a pris acte du fait que tant que Didier Deschamps serait là, il y aurait toujours un malentendu, il y aurait toujours des difficultés relationnelles, des problèmes un petit peu de non-dits, de sous-entendus qui passent mal, et il s'est dit il vaut mieux pas y aller parce que ça. Vous faites référence aux affaires de la sextape notamment? Non, je fais surtout référence à la manière dont la blessure de Karim Benzema au mondial a été traitée, au désaccord entre l'entourage de Karim Benzema et le staff médical de l'équipe de France, qui a refusé par exemple que Benzema fasse des tests physiques pour éventuellement revenir, et qui a pris une décision ferme et définitive de l'écarter de la liste, enfin de l'écarter des joueurs disponibles, et pas vraiment de la liste formellement. Oui, parce qu'il n'a pas été remplacé en plus. Voilà, ce qui était d'autant plus ambigu et voire malsain à mon sens. Mais donc pour toutes ces raisons, Benzema a senti que maintenant l'équipe de France amènerait plus de malentendus et de difficultés que de plaisir, et il s'est dit, il n'a pas dit formellement qu'il arrêtait, mais il s'est dit que notre histoire, sous-entendu peut-être entre Didier Deschamps et cette fédération-là et lui, était terminée. Les choses pourraient changer, mais à mon avis, c'est pas pour l'ère Deschamps. Ça sera peut-être pour plus tard s'il est encore apte. Il aura 38 ans en 2024 pour l'Euro, ça commence à faire. Après, évidemment, sur le plan technique, quand on voit le duo qu'il forme au Real Madrid avec Vinicius, qui est un joueur qui a un petit peu les caractéristiques de Kylian Mbappé, c'est-à-dire qui part du côté gauche, qui repique dans l'axe, qui est à la fois subtil mais rapide et extraordinaire finisseur, on peut regretter qu'on ne puisse pas former en équipe de France un duo offensif un peu similaire, dont il serait un peu le trait d'union. Et malheureusement, on ne le verra pas. La France a heureusement là d'autres joueurs pour le faire oublier. Il y a un réservoir extraordinaire, mais en tant que spectateur et en tant qu'observateur, personnellement, je le regrette. Ce match-là, pour en avoir parlé avec les Marseillais, je crois que les Marseillais sont surtout fixés sur la présence de Kylian Mbappé. Ouais. Et je crois qu'ils ont raison. S'il est un joueur qui détient les clés du Classico de dimanche, c'est Kylian Mbappé. Je rappelle qu'Mbappé n'était pas présent lors du dernier match entre le PSG et l'OM au Vélodrome en Coupe de France. Le 8 février dernier. L'OM a marché sur le PSG. Et là, les Marseillais craignent, à juste titre, le fait que Mbappé soit présent et que Mbappé leur joue des tours en défense, d'autant que l'OM sera privé peut-être de son meilleur défenseur, avec Chancel Mbemba, suspendu. Gigot ne devrait pas être là non plus. Non, je crois que la présence ou non de Neymar... C'est pas un sujet pour l'OM ? Pour moi, ce n'est pas un sujet pour l'OM. Ouais. Le vrai sujet pour l'OM, c'est Mbappé. Ouais. Comment tenir Mbappé ? Comment contenir Mbappé ? C'est la grande question. Est-ce qu'il y aura un marquage individuel ? Est-ce que Igor Tudor va changer sa manière de jouer ? Est-ce que les Marseillais vont continuer à faire ce pressing qu'on leur connaît depuis des semaines et des semaines ? Oui, il y a un plan anti-Mbappé, il n'y a pas de plan anti-Neymar. De toute façon, il n'est pas là. Non, il n'y a pas de plan anti-Neymar. Mais s'il était là, ça n'a jamais été vraiment le cas. Il y a peut-être un plan anti-Mbappé qui se prépare. Et ça reste la clé du match, pour moi en tout cas. Les caractéristiques de cette équipe, c'est d'être très solide. Elle prend très peu de buts, à part dimanche où elle a un peu pêché à Lens. Ils auraient même pu prendre plus de buts que ça. Mais bon, en dehors de ça, c'est une équipe très solide qui prend un minimum de buts. Et c'est évidemment une arme qui va être essentielle dans ce match-là. On n'attend pas de voir Nantes dominer, Nantes jouer comme à l'époque de Coco Suodo. C'est pas tout à fait au programme. Ce qui est au programme, c'est d'être très très solide défensivement, de tenir longtemps et puis d'arriver à contrer de temps en temps ce qu'ils ont fait à Turin. Turin, c'est un petit miracle. Et puis le deuxième élément qui est très favorable, c'est que c'est un miracle permanent depuis le début du parcours nantais. Ils ont gagné 2 fois au bout du temps additionnel. Ils ont pris des tôles sans conséquence dans le premier tour. Ils ont été qualifiés au dernier match en gagnant, c'est vrai, mais surtout grâce au fait que l'autre équipe, celle de Karabakh, n'a pas su gagner un match contre une équipe qui était déjà qualifiée. Ça a été le miracle permanent pour arriver là. Et je dirais que le match aller n'a pas complètement contredit quand même cette version-là. C'était un petit miracle quand même de ramener un partout. Ça pourrait durer. Et en justement, Coupe de France, dans une autre histoire, c'est un peu aussi ça. Les petits miracles avec les tirs au but. Et je pense que cette réussite qu'ils n'ont pas eu souvent en championnat cette année, justement,
Je trouve que cette réussite, elle les encourage évidemment, elle donne énormément de courage, elle donne énormément d'envie. Et si les Nantais ont fait ce match aller, je pense que c'est aussi grâce à ça. C'est qu'ils sont portés, dans cette épreuve-là, ils sont portés par quelque chose de supérieur. Donc ils peuvent renverser une Juve un peu vieillissante. Est-ce qu'elle fait vraiment encore peur? Enfin, moins qu'avant, forcément. Ils sont nettement meilleurs que Nantes. Il n'y a pas photo. On a vu le match aller, il n'y a pas photo une demi-seconde. Ils sont nettement meilleurs, mais en foot, c'est le seul sport où quand on est moins bon, on peut gagner. Nantes l'a déjà montré plein de fois dans cette compétition, et au match aller, en ne perdant pas en tout cas. Eh bien, pourquoi pas le refaire encore une fois.